Ce groupe de lentilles qui se déplace à l'intérieur du zoom pour faire varier la focale, on l'appelle tout naturellement le groupe variateur. Donc, quand je déplace les lentilles du groupe variateur, on voit très bien que le zoom sort ou rentre, change de dimension, vu que les lentilles se déplacent par un système mécanique de cam. Ce groupe variateur, il est bien pour changer la focale, mais il me faut en plus de ça un groupe qu'on appelle compensateur, qui est un groupe qui va permettre de maintenir le plan de mise au point sur le plan du capteur. Parce que malheureusement, quand je déplace des lentilles, eh bien, je change aussi le plan de formation de l'image. Donc j'ai besoin de compenser ce petit problème. Voilà, si je regarde maintenant en détail comment fonctionne un zoom, voici un schéma avec les différents groupes de lentilles. On voit que j'ai beaucoup de lentilles à l'intérieur du zoom. Quand je suis en position grand angle, on s'aperçoit que ce fameux groupe variateur est placé vers l'avant du zoom, en position frontale. Lorsque je suis en position moyenne, le groupe variateur est grosso modo situé au centre du zoom. Et lorsque je suis en position longue focale, c'est-à-dire, on dit souvent téléobjectif, le groupe variateur est ramené vers l'arrière du zoom. Alors, qu'est-ce que c'est que le rapport de zoom? C'est le rapport des deux focales extrêmes d'un zoom, de la plus courte à la plus longue. En fait, le rapport de zoom s'exprime par un coefficient qui est un certain nombre de fois la focale la plus courte. Par exemple, un 21 fois 7,5, ça veut dire que sa focale la plus courte est un 7,5 mm et qu'on multiplie par 21 fois ce chiffre 7,5 pour obtenir la focale la plus longue, soit 158 mm. Vous voyez cette mire? Eh bien, on va s'intéresser maintenant au tirage optique. Alors, le tirage optique, il est différent si on parle d'objectifs dédiés au cinéma ou d'objectifs dédiés à la vidéo, on va dire. Alors, pour des objectifs dédiés au cinéma, on va faire ce qu'on appelle des calages, c'est-à-dire on utilise des mires, un peu comme celle-ci, un peu différentes, mais on verra peut-être par des illustrations plus quel genre de mire on utilise. On va faire des tests de définition, on va filmer ces mires et on va mesurer si on a un problème de calage, c'est-à-dire si le plan de netteté, c'est-à-dire le plan de formation de l'image, est calé au bon endroit par rapport au plan film ou au plan du capteur. Si ce n'est pas le cas, on va démonter l'arrière de l'objectif et placer des cales micrométriques. Ce sont des cales toutes fines, très fines, qui vont permettre de changer le tirage mécanique et donc le tirage optique. On va modifier légèrement ce qu'on a appelé tout à l'heure un peu la distance focale. S'il s'agit d'optique dédiée à la vidéo, là c'est différent. On a un réglage de la mise au point arrière, c'est-à-dire qu'à l'arrière de l'objectif, on a également une bague de mise au point qu'on appelle back focus en anglais. Elle porte bien son nom. C'est une bague de tirage optique. Donc on dessert cette bague. On procède avec une mire de ce genre, c'est-à-dire la mire de Siemens. On va se placer en face avec la caméra. On va zoomer, en général il s'agit du réglage sur un zoom, sur cette mire, faire le point, puis élargir notre focale, régler la bague de tirage et reproduire l'opération plusieurs fois de suite jusqu'à ce que la mise au point paraisse correcte sur toute la plage de focale du zoom. Pour des caméras, je dirais, un peu plus grand public, il y a un système de calibration électronique. Donc on n'a rien à faire, on demande à la caméra de faire son tirage optique et elle se débrouille toute seule. Revenons maintenant sur la lentille, cet élément, je dirais, constitutif de tout objectif. La lentille en elle-même a un diamètre particulier et on dira que cette lentille a une ouverture relative. Cette ouverture relative, elle dépend
de sa focale et de son diamètre. On dira donc, on va appeler cette ouverture relative n, on dira donc que n est égal à f sur O. F étant la focale, O étant le diamètre de la lentille. Alors, cette ouverture relative n'a pas d'unité, mais là il s'agit pour l'instant d'une seule lentille. On va voir ce que ça donne dans un objectif. On peut juste remarquer une chose, c'est que plus les lentilles sont de grand diamètre, plus elles ont une grande ouverture relative. Et ça, c'est un premier point à noter. Prenons juste un exemple. Si ma lentille a une focale de 200 mm et si elle a un diamètre de 100 mm, eh bien n sera égal à 200 divisé par 100, c'est-à-dire 2, ce qui est l'ouverture relative de la lentille. On dit f2, c'est l'ouverture relative de cette lentille. Maintenant, on va parler de l'ouverture géométrique. Si je place un diaphragme entre ma lentille et l'image projetée par cette lentille, le diaphragme, c'est un élément qui a un diamètre variable, qui est constitué d'une série d'ailettes peintes en noir en général. Je vais pouvoir faire varier la quantité de lumière qui traverse ma lentille. Donc je vais pouvoir faire varier l'ouverture de la lentille, l'ouverture de l'objectif, puisque maintenant on va rapporter tout ça à un objectif. Plus j'ouvre le diaphragme, plus je laisse rentrer de lumière dans l'objectif. Plus je ferme le diaphragme, moins je laisse rentrer de lumière dans l'objectif. Si on regarde le diaphragme vu à travers la lentille frontale de l'objectif, on va appeler ça la pupille d'entrée. Effectivement, cette pupille d'entrée, c'est le diamètre d'ouverture du diaphragme vu à travers la lentille frontale. Prenons cet exemple. J'ai une lentille qui a une focale de 100 mm et qui a donc un diamètre de 50 mm. À gauche, ici, je n'ai pas encore interposé de diaphragme. Si je calcule le nombre d'ouvertures de la lentille, je m'aperçois que 100 divisé par 50, ça me donne 2. Donc cette lentille ouvre à 2, sans diaphragme. Maintenant, je vais placer un diaphragme devant et je m'aperçois que si je ferme le diaphragme, je diminue le diamètre d'ouverture du diaphragme, je le divise par 2. Ce diamètre ne sera plus 50 mais 25 mm. Ma focale restant toujours de 100 mm, je vais obtenir un nombre d'ouvertures de 100 divisé par 25, c'est-à-dire 4. Entre F2 et F4, ici à F2, j'ai une grande ouverture, je laisse passer beaucoup de lumière. À F4, j'ai une ouverture plus petite, je laisse passer moins de lumière. On va s'apercevoir qu'entre F2 et F4, contrairement à ce qu'on pense, je n'ai pas 2 fois moins de lumière, mais j'ai bien 4 fois moins de lumière. Alors, on va maintenant parler des chiffres qui sont gravés sur un objectif au niveau de la bague de diaphragme. On va trouver des chiffres du type 1, 4, 2, 2, 8, 4, 5, 6, etc., etc. En fait, cette suite de chiffres qui a été normalisée est une progression géométrique de racine de 2. C'est-à-dire que pour passer de 1, 4 à 2, je vais multiplier par racine de 2. Racine de 2, c'est environ 1,4. Donc je multiplie 1,4 par 1,4, je vais trouver 2. Je multiplie 2 par 1,4, je vais trouver 2,8. À chaque nombre d'ouvertures, je ferme de plus en plus mon diaphragme et je laisse passer 2 fois moins de lumière. Alors ça peut paraître étonnant, on vient de dire que c'était une progression géométrique de racine de 2, mais étant donné qu'une surface, la surface d'un disque, dépend du carré du rayon, pi r2, eh bien l'évolution de la surface de ce disque, à chaque fois que je multiplie par racine de 2, je vais fermer mon diaph et je vais accepter 2 fois moins de lumière. Donc entre chaque chiffre, il y a bien 2 fois moins de lumière. Inversement, si j'ouvre mon diaph, je fais rentrer à chaque nombre d'ouvertures 2 fois plus de lumière.
maintenant qu'on a défini ce que c'était que l'ouverture géométrique, c'est-à-dire l'ouverture du diaphragme, on va ajouter une notion complémentaire qui est l'ouverture photométrique. Évidemment, les lentilles qui constituent mon objectif absorbent chacune un petit peu de lumière et pour faire une mesure exacte de l'intensité lumineuse, on mesure la quantité de lumière qui sort de l'objectif à l'arrière de l'objectif. Ce qui fait que l'échelle des diaphragmes dont on a parlé n'est pas une échelle géométrique, mais plus souvent une échelle photométrique. Si vous trouvez des objectifs sur lesquels il y a les deux gravures, vous verrez la gravure de l'échelle photométrique en rouge, les chiffres seront marqués en rouge et il y aura marqué la lettre T qui veut dire transmission, donc c'est l'ouverture photométrique en transmission. Et l'échelle géométrique sera gravée en blanc. Voilà, il peut y avoir les deux échelles, il peut y avoir que l'échelle photométrique, c'est la plus courante de nos jours. On va aborder maintenant la notion de profondeur de champ. La profondeur de champ, c'est la plage de netteté. C'est-à-dire, si je fais le point sur ma main, ici j'ai donc le plan de mise au point, la zone de netteté va se répartir en arrière et en avant du plan de mise au point. En fait, il y a une proportion qui est d'environ 1/3 en arrière du plan de mise au point et 2/3 en avant. Et c'est cette zone, précisément, qu'on appelle la profondeur de champ. Dans la profondeur de champ, tout paraît net. La profondeur de champ dépend essentiellement de 3 paramètres. L'ouverture du diaphragme, bien sûr, la focale et la distance de mise au point. Plus le diaphragme est fermé, plus la profondeur de champ est grande. Plus la focale est longue, plus la profondeur de champ est réduite. Plus la focale est courte, plus la profondeur de champ est grande. Et c'est pareil pour la mise au point. Plus la distance de mise au point est éloignée, plus la profondeur de champ est grande, plus la distance de mise au point est rapprochée, moins la profondeur de champ est grande. Parlons un tout petit peu d'une distance de mise au point particulière qu'on appelle l'hyperfocale. La distance hyperfocale, c'est la distance à laquelle la profondeur de champ est maximale. Quand je règle ma bague de mise au point à cette distance, chaque focale, chaque objectif a une hyperfocale donnée. Et bien quand je me place à cette distance de mise au point, tout est net de la moitié de cette distance jusqu'à l'infini. Par exemple, admettons que l'hyperfocale soit à 2 mètres pour mon 50 mm. Quand je règle le point à 2 mètres, je suis net de 1 mètre jusqu'à l'infini. Et c'est le maximum de profondeur de champ que je peux espérer de cette focale. Alors, faisons une petite expérience pour illustrer la profondeur de champ. J'ai un modèle et un objet. Je fais le point sur cet objet qui est ce micro qui est en avant-plan et malheureusement mon sujet en arrière-plan est flou. J'aimerais avoir les deux nets, donc augmenter ma profondeur de champ. Eh bien à ce moment-là, il va falloir que je vais opter pour une solution qui est d'augmenter ma quantité de lumière et de fermer mon diaph. On va regarder tout de suite ce que ça donne. Alors, je vais faire des manips en temps réel et je corrige pour avoir sensiblement la même expo. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'un coup, j'ai le micro net et mon personnage à l'arrière qui se retrouve net. Tout le monde est dans la profondeur de champ et on peut dire que même le fond quasiment est net. Là, j'ai une caméra avec un petit capteur, hein, donc j'ai une profondeur de champ qui, presque dans tous les cas, est assez grande. En plus, là, j'ai éclairé, j'ai un diaph de 5, 6,5, j'ai beaucoup de profondeur. Et ce qui m'intéresse, c'est de filmer Thibaut. J'ai fait le point sur Thibaut, mais j'ai ce micro à gauche cadre qui se trouve net également, puisqu'il est dans la profondeur de champ. Ça attire mon regard et c'est pas forcément esthétique. Donc, pour réduire la profondeur de champ, je vais ouvrir le diaph. Et dans ce cas-là, évidemment, je suis surexposé. Je vais mettre un filtre neutre. Et voilà. Du coup, j'ai flouté le micro qui attire moins l'œil et j'ai une profondeur de champ réduite.
La dernière notion qu'on va aborder dans ce film sur l'optique géométrique, c'est le cercle de confusion. C'est une notion un petit peu subjective et qui dépend aussi du format du capteur notamment. Le cercle de confusion, c'est le diamètre du plus petit détail lisible pour l'œil quand on regarde une image affichée sur l'écran à la distance normale de vision. Donc vous voyez que c'est assez subjectif tous ces critères. En tout cas, un détail, même s'il est défocalisé, légèrement flou, mais si l'œil le perçoit comme net, ça rentre dans le diamètre du cercle de confusion et donc c'est un détail qui est considéré comme net.